Dans les vastes étendues de l'Australie, cette terre aux dimensions continentales, nous nous trouvons au milieu d'une histoire à la signification universelle. About the entire referendum now because of those 3 states are going to vote no. The referendum has failed. On a eu l'impression que 60% de la population rejetait tout ce qui était aborigène. Je suis honnête, c'est ce que j'ai moi-même ressenti. La défaite du oui au référendum sur la création d'une voix aborigène au Parlement a profondément bouleversé la nation. Les réactions affluent de part et d'autre sur cette terre brûlée par le soleil, reflétant la diversité de la société australienne. Je pense que cela a rendu beaucoup de gens tristes, en colère et confus, et que cela a divisé les gens encore plus. Notre voyage est une immersion dans cet épisode défini par la lutte, l'unité et l'esprit résilient du peuple australien, à la sortie d'un épisode difficile et douloureux de son histoire récente. Now up to all of us to come together and find a different way to the same reconciled destination. So I was disappointed. J'ai donc été déçu, mais j'ai aussi réalisé de manière pragmatique que je ne croyais pas au potentiel et à la réussite de ce projet. Pour un observateur provenant d'une contrée, ma foi, bien éloignée, l'enjeu des aborigènes d'Australie n'en demeure pas moins familier à bien des égards. La lutte pour la souveraineté des peuples est une entreprise commune qui traverse les cultures et les continents et qui nous invite à affronter les échos d'injustices passées et présents. Nous ne devrions pas avoir à nous asseoir à leur table. Ils devraient venir à la nôtre. En allant à leur table, nous renonçons à nos droits souverains. Au cours de mon périple, j'ai découvert des perspectives variées sur la question soulevée durant la campagne référendaire. La nation est à la croisée des chemins et chaque point de vue ajoute une nuance au portrait complexe de la réconciliation. Pour l'Australie, la défaite de la voix a été un moment comparable au Brexit. Ce chapitre de l'histoire des aborigènes possède un sens universel. Malgré la victoire du non, l'expérience peut aujourd'hui servir de catalyseur à l'introspection. Prêtons l'oreille à leur quête pour faire entendre une nouvelle voix en Australie. La présence des peuples aborigènes d'Australie se déploie sur une période d'environ 65 000 ans. Ce chiffre, apte à nous donner le vertige, nous présage intuitivement la richesse de cette courte pointe culturelle gravée dans l'essence même du continent. À l'époque de l'exploration européenne au 18e siècle, Hollandais, Espagnols, Britanniques et Français ont successivement cherché leur place sur cette vaste toile. Officiellement de nature scientifique, l'expédition du capitaine James Cook de 1770 dissimulait néanmoins une directive secrète de la Royal Society de Londres, ordre qui le chargeait de revendiquer au nom de la couronne toute terre inoccupée, ce qu'il fit à son arrivée en Australie, malgré la présence de nombreux peuples. Plusieurs années plus tard, en 1835, le gouverneur Richard Burke allait poursuivre cette tradition coloniale en invoquant la doctrine du terra nullius afin d'établir les droits de l'Empire britannique sur l'Australie. Affirmant ces terres comme inhabitées, la population aborigène était donc exclue du statut même d'être humain détenteur de droits, ce qui avait l'avantage de légitimer la prétention impériale sur ces terres. De 1788 à 1930,
les guerres dites frontalières ont fait planer une ombre sur le paysage australien. Une période de conflit soutenu pour étendre la domination coloniale sur des territoires visiblement revendiqués par les aborigènes. La guerre de Sydney est un chapitre poignant de cette conquête territoriale. En 1901, l'Union des États australiens au sein d'une constitution unique s'est manifestement abstenue de mentionner les peuples aborigènes, une omission flagrante qui fait écho à une négligence historique. En 1937, une conférence nationale sur les affaires aborigènes marque une étape décisive dans ce processus d'effacement programmé. Un sombre consensus s'est dégagé, prônant l'assimilation des aborigènes à l'ensemble de la population. Cette politique a laissé des traces indélébiles, toujours présentes dans ces communautés. L'un des épisodes de l'histoire de l'Australie qu'il convient de souligner, c'est qu'ici même dans l'amphithéâtre de l'Australie et aux alentours de 1900, le Parti travailliste australien a adopté la politique pour une Australie uniquement blanche. C'était le début de l'Australie blanche, la politique officielle du gouvernement visant à faire de l'Australie un pays exclusivement blanc. Ainsi, 38 ans plus tard, les aborigènes se réunissaient pour réclamer leurs droits, ce qui allait totalement à l'encontre de la normalité de la société qui était un pays britannique réservé aux Blancs. Il ne pouvait y avoir de meilleur endroit pour se réunir en 1938 afin de défier les lois de l'Australie, d'organiser un rassemblement d'aborigènes pour présenter un programme de défense des droits des aborigènes qui n'étaient même pas considérés comme des êtres humains à l'époque, ce qui était tout à fait en avance sur son temps. Le premier ministre australien était le seul non-aborigène à assister à la conférence. Plus de 100 délégués autochtones y ont participé et ont élaboré le plan en 10 points du jour de deuil de 1938. Cette journée a précédé de 10 ans la Charte des droits de l'homme des Nations unies et donc, elle est pratiquement la première Charte des droits de l'homme. Elle demandait que les aborigènes aient droit au logement, à l'éducation, à la pratique de leur culture, à la liberté d'être eux-mêmes, à des droits fonciers et à la restitution de leurs terres. Tous les facteurs dont vous avez besoin dans une société humaine. And I'd acknowledge the wisdom and the foresight of all the Kuris, Guris, Murris and Nungas that we know as the First Peoples who gathered here in this hall. The question that Australians will be asked at this year's referendum is a very simple one. It will read, a proposed law to alter the Constitution to recognise the First Peoples of Australia by establishing an Aboriginal and Torres Strait Islander voice. Do you approve this proposed alteration? That's the question before the Australian people. Nothing more, but nothing less. Notre enquête nous amène à la petite ville de Fremantle, à l'ouest de Perth, en Australie de l'Ouest. En 1772, la France allait revendiquer cette part du territoire avant de l'abandonner quelques années plus tard, des suites de la Révolution française. Au milieu des immeubles au style colonial prononcé, se tient le campus de l'Université Notre-Dame d'Australie, où travaille le professeur Stephen Kinnan. Pour ce chercheur et coprésident du programme d'études aborigènes, la défaite du « oui » ne doit pas être interprétée comme un refus catégorique d'une reconnaissance des peuples aborigènes par 60% des Australiens. Nous venons donc de vivre le référendum d'octobre 2023. C'est vrai, environ 60% des Australiens ont voté non, mais leur vote portait sur une question à deux volets. D'abord, savoir si les aborigènes du détroit de Torres doivent être reconnus dans la Constitution. D'autre part, si cette reconnaissance devait se faire par le biais d'une voix spéciale au Parlement. Dans ce sens, en votant non, les gens ont voté contre l'idée d'une voix au Parlement reconnue dans la Constitution. Toutefois, nous ne pouvons pas dire catégoriquement qu'ils ont voté contre l'idée d'une voix au Parlement, mais ils ont certainement voté contre l'idée d'une voix au Parlement comme moyen de reconnaître les peuples autochtones dans la Constitution.
Nous ne pouvons pas non plus dire que 60% d'entre eux sont contre l'idée que les peuples autochtones reçoivent une forme de reconnaissance dans la Constitution. Ils viennent seulement de dire qu'ils refusaient que la voix soit le moyen par lequel ils désirent reconnaître les peuples autochtones dans la Constitution. En ce qui concerne l'opinion selon laquelle la reconnaissance des droits inhérents des autochtones serait en quelque sorte une forme de privilège, je ne suis pas d'accord avec cela lorsque je considère le savoir autochtone, les droits de propriété autochtone, la propriété traditionnelle après 65 000 ans d'occupation et de propriété autochtone de ces territoires. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être reconnu. Cela n'est pas mis en avant. Il ne s'agit pas de plus que cela, il n'est pas question que des personnes obtiennent plus de pouvoir que n'importe quel autre Australien. L'idée de la voix au Parlement n'était donc pas qu'ils allaient décider de l'agenda du jour, mais d'être un moyen clair par lequel l'expérience autochtone, l'expérience vécue, le savoir autochtone et la connaissance de la manière d'opérer des changements dans les communautés autochtones commenceraient à infiltrer les politiques qui sont, encore aujourd'hui, conçues par d'autres que nous-mêmes et sans notre participation. C'est aussi simple que cela. Dans l'ombre du passé australien, un réseau de lois, de décisions et d'institutions a donc façonné la destinée des Aborigènes. C'est ainsi que le Conseil pour la protection des Aborigènes, créé en 1883, allait exercer une influence considérable, créant des réserves où de nombreux Aborigènes étaient contraints de résider. Plus tard, la loi sur la protection des Aborigènes de 1909 a marqué le début d'une nouvelle ère malheureuse. Promulguée en Nouvelle-Galles du Sud et visant à soi-disant protéger les Aborigènes, elle autorisait néanmoins le Conseil à séparer et même enlever les enfants à leurs familles. Ces politiques ont été reprises partout en Australie. Ces victimes appartiennent au tristement célèbre « Génération volée ». En 1920, le vent a commencé à tourner. Les Aborigènes ont entamé une lutte fervente pour leurs droits, s'engageant en faveur de changements politiques. Le 27 mai 1967 fut un tournant monumental. Le « oui » retentissant au référendum allait changer la donne pour le mouvement des droits des Aborigènes. Ce moment charnière visait à modifier la Constitution en reconnaissant les Aborigènes dans le recensement et en leur accordant des droits de négociation avec le gouvernement fédéral. Les suites du référendum de 1967 ont déclenché une renaissance. Le mouvement pan-aborigène, en résonance avec l'esprit des mouvements de libération afro-américains et sud-africains, est devenu une force qu'on ne pouvait plus ignorer. La mobilisation est devenue non seulement une possibilité, mais un droit et une responsabilité. L'État n'était toutefois pas le seul à réformer ses structures. Pour m'en rendre compte, je me suis rendu à Broome, dans la région de Kimberley, au nord-ouest de l'Australie, afin de constater cette volonté d'inclusion des communautés aborigènes au sein d'une institution de la société civile. L'Université Notre-Dame allait dès 1993 ouvrir un campus au cœur de cette ville éloignée des grands centres, permettant ainsi à une population majoritairement aborigène d'étudier sans souffrir des effets néfastes de la délocalisation. Offrant aujourd'hui une panoplie de programmes, ce campus est aussi le centre du Nulungu Research Institute. Pour sa directrice Marissa Marshall, les études aborigènes sont un élément clé dans ce processus de vérité et de réconciliation. C'est l'un des 3 instituts de recherche de l'Université Notre-Dame d'Australie. Tout notre travail est ancré dans la communauté. Nous travaillons donc en collaboration avec les communautés et nous leur sommes redevables. Nous ne travaillons pas de manière isolée. Nous n'entreprenons pas de recherche pour les Autochtones. Ce que nous faisons, c'est entreprendre des recherches avec les Aborigènes et c'est une motivation essentielle pour nous tous à l'Institut. Nous sommes donc un groupe de chercheurs autochtones et non autochtones au sein de l'Institut, ce qui diffère quelque peu d'un cadre occidental où il y a des disciplines. Nos thèmes principaux sont en fait liés à la culture, au pays et à la langue en tant qu'éléments clés de l'identité des peuples aborigènes. Ensuite, nous avons l'apprentissage transformateur, qui consiste à envisager l'éducation, mais pas seulement d'un point de vue pédagogique occidental,
mais aussi en tenant compte des options intégrées et des façons dont les peuples aborigènes partagent leurs connaissances, et de la manière dont on les intègre dans un cadre d'apprentissage. Nous avons également une autre initiative intéressante, le bien-être aborigène. Il s'agit d'un concept plus large que la santé, qui s'intéresse en fait à l'esprit, à l'âme et à la manière de les maintenir en bonne santé. Un autre thème est celui des modes de vie durables et de la justice sociale. C'est donc assez vaste. Nous nous intéressons à tout, de la viabilité et du soutien nécessaire aux communautés isolées de la région, qu'il s'agisse de logement, de problèmes d'eau ou d'impacts de ce type. Nous nous penchons également sur des questions telles que l'équité en matière d'énergie renouvelable. Comment les aborigènes peuvent-ils s'engager dans cet espace alors qu'une grande partie de l'énergie est produite sur leur terre ancestrale et qu'ils ne récoltent peut-être pas les bénéfices que certaines de ces multinationales pourraient ou devraient leur apporter ? La justice des personnes mineures est un autre grand problème que nous rencontrons. Il nous arrive aussi de travailler avec des artistes aborigènes dans le cadre de divers projets, par exemple des peintures comme celles que vous voyez autour de moi. Elles proviennent de la future collection, créée par de nombreux artistes aborigènes de toute la région du Kimberley. Nous incorporons également des spectacles dans lesquels on trouve des performances de danse et de chant. Et puis il y a les contes, qui sont un excellent moyen pour les aborigènes de partager leurs connaissances. Nous venons d'achever notre plan stratégique quinquennal, et ce que nous cherchons à réaliser pendant cette période, c'est d'intégrer le travail que nous faisons au sein de la communauté afin qu'il y ait des résultats pratiques et qu'ils soient appliqués. Bien que leader dans le domaine, cette volonté d'unité avec les populations aborigènes n'est pas exclusive au Nulungu Research Institute. À travers son vaste réseau universitaire, l'Australie a développé une vaste gamme de ressources destinées à favoriser l'intégration des étudiants aborigènes tout au long de leur parcours scolaire. Barbara Ostalek a pour mission d'accompagner les futurs vétérinaires aborigènes de l'Université Murdoch de Perth. De la nation Wandjou, elle témoigne de l'importance d'accommoder culturellement ses étudiants afin d'assurer leur succès académique. Je soutiens donc l'apprentissage et l'enseignement. Et je veille à ce que les étudiants aborigènes et insulaires du détroit de Torres se sentent culturellement en sécurité. C'est-à-dire que leur santé et leur bien-être émotionnel, sociaux et culturels soient une priorité et qu'ils apprennent à se débrouiller au sein du système occidental de poursuite des études de médecine et de chirurgie. Vous avez donc, vous savez, des connaissances de base en biologie, en chimie, en mathématiques, mais l'animal reste toujours la priorité. L'enseignement se fait dans une optique holistique, c'est tout. Avec mon soutien, les étudiants poursuivent leur parcours d'apprentissage avec une perspective globale qui considère les éléments dans leur totalité. C'est une vision qui va au-delà du contexte universitaire actuel. Ainsi, les étudiants obtiennent leur diplôme avec le soutien du campus universitaire. Ils peuvent obtenir leur diplôme avec toutes les connaissances dont vous avez besoin pour très bien réussir dans la carrière que vous avez choisie. Ce que j'essaie de faire, c'est de leur faire prendre conscience de ce qu'ils savent et de la manière dont ils peuvent l'utiliser pour améliorer 5 années d'études en un seul endroit, je l'espère, revenir pour devenir des leaders dans des études de 3e cycle, parce que nous sommes gravement sous-représentés en tant que chirurgiens vétérinaires au sein de cette majorité de professionnels blancs non aborigènes. Au sujet du référendum, je pensais qu'il était tout à fait évident de modifier la Constitution. Et pour être honnête, je ne pensais pas qu'un référendum était nécessaire. Il aurait dû être mis en œuvre il y a des années. Les premiers peuples originels de cette terre ne pourront pas se faire entendre parce que tout l'argent ira à des bureaucrates qui essaieront de disséquer les raisons du résultat du vote. Non pas uniquement les bureaucrates, mais quiconque au niveau supérieur de ce que les perceptions occidentales ressentent. Parce que maintenant, il y a plus de gens qui veulent en savoir plus, qui se sentent beaucoup plus en droit d'être soutenus et inclus, ce qui signifie que d'autres fonds vont être mis en place pour soutenir la réconciliation sans véritable réconciliation.
Malheureusement, ce ne seront pas les Premières Nations ou des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres qui seront au centre de la conduite de cette réconciliation. Mais en fin de compte, je ne veux pas me coucher le soir en m'inquiétant. Oui, je ne veux pas m'inquiéter pour la santé et le bien-être de qui que ce soit. Quoi qu'il en soit, il faut s'assurer que tout le monde est en sécurité et que ses besoins fondamentaux sont satisfaits à un niveau élevé. Regardez par vous-même, c'est un pays magnifique. Regardez ce magnifique campus. Et pourtant, nous sommes probablement une très petite population. J'espère simplement qu'il s'agit d'une manière plus respectueuse de travailler ensemble, que plus d'argent sera consacré au soutien des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, que nous aurons plus d'autonomie pour soutenir et exprimer ce dont nous avons besoin de la part des personnes qui veulent travailler avec nous, et que nous ne serons pas une dépense de dernière minute dans la prise de décision. From the people who want to work with us, not us being a last-minute appendage to decision-making. Dans cette longue histoire des relations entre aborigènes et australiens de descendance européenne, nombre de progrès se sont toutefois heurtés à de nombreux revers. 15 ans après sa création, le gouvernement de John Howard allait abolir la Commission des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, la TIC, événement qui a marqué un moment d'incertitude et de résilience dans leur quête permanente de reconnaissance et de justice. La dissolution de la TIC a mis en lumière la fragilité des structures constitutionnelles et a suscité des appels au changement de la part de personnalités politiques. Cet appel a eu une résonance profonde et a donné lieu à la rencontre cruciale d'Uluru. Tout près de la montagne d'Uluru, ce monolithe sacré est considéré comme la présence vivante des esprits de leurs ancêtres. 250 délégués aborigènes s'y sont réunis en 2017 pour livrer un message clair à l'ensemble de la population australienne. Par l'entremise de la déclaration officielle du cœur d'Uluru, l'Uluru Statement from the Heart, lequel représentait un appel des Premières Nations australiennes à une reconnaissance, à une voix au sein du Parlement australien. The Uluru Statement from the Heart is an invitation to the Australian people from First Nation Australians. It invites all Australians to walk with First Nations peoples in a movement for a better future. It asks us to support a First Nations voice in the Constitution. This simply means the right to give advice on laws that affect First Nations peoples. This First Nations voice needs to be built into the Constitution so it can only be changed by you, the Australian people, not the whim of government. From Australia's heart to yours, let's support this constitutional change and begin our journey to a better Australia. En 2023, le premier ministre Anthony Albanese, dans une déclaration capitale le soir même de son élection, allait solennellement s'engager à répondre politiquement à la déclaration du cœur d'Uluru. And together we can embrace the Uluru Statement from the Heart. We can answer its patient, gracious call for a voice enshrined in our Constitution. L'impératif d'une consultation nationale sur la question venait donc d'être prononcé. Will I live as long as other Australians? Will I get to go to a good school? Will I be able to learn my people's language? Will I be seen beyond the sports field, recognised by the decision makers of our country? Yes makes it possible. Alors que la volonté de réforme semblait faire consensus, comment le non a-t-il pu sortir victorieux avec un soutien de plus de 60%? Le peuple australien s'inscrirait-il désormais en rupture avec l'esprit du référendum de 1967? S'agissait-il d'une fausse unanimité en faveur du oui, propulsée par le pouvoir politique et médiatique? Pour répondre à ces questions, je devais me rapprocher du pouvoir fédéral sur la côte est du pays.
Sydney est aujourd'hui une grande métropole mondiale. Avec ses gratte-ciels et ses bâtiments historiques à chaque coin de rue, le passé tente de se frayer une place dans l'agitation du temps présent. Cette touche coloniale omniprésente témoigne d'un rapport ambivalent au passé, où fierté se mélange à une forme de culpabilité. C'est au sein de cette ville où se croisent tradition et modernité que je rencontre l'homme d'affaires John McCauley, impliqué dans la campagne du non. Il m'explique les différentes raisons qui m'ont motivé son engagement durant la campagne. I think this referendum was very much a divide between the dries and the wets. Je pense que ce référendum a été l'occasion d'un clivage entre les secs et les mouillés. Si cette distinction vous est familière, les secs sont des personnes qui se préoccupent davantage de veiller à ce que la politique publique aboutisse aux résultats concrets nécessaires sur le terrain. Au cours des 35 dernières années, la politique autochtone a été très largement menée par les mouillés, c'est-à-dire par les personnes qui veulent du symbolisme, par des gens qui pensent que la politique autochtone peut être réglée par le gouvernement et les moyens financiers. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a eu une grande division entre l'élite qui dirige nos médias et nos entreprises. C'est la raison pour laquelle je compare ce moment au Brexit. Un moment où l'on constate un clivage soudain et inattendu entre la manière dont les institutions sont influencées et la manière dont les gens ont fini par bouger. Je pense que les Australiens n'aiment manifestement pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire et comment voter. Le peuple australien a rejeté les énormes sommes d'argent et les campagnes qui ont été dépensées en faveur du oui. Il n'y a pas eu un seul média qui soit vraiment avec la majorité en proposant un point de vue alternatif. Par conséquent, si vous devez prendre une décision importante, les Australiens veulent voir que les arguments pour et contre ont été correctement examinés. Ce n'était tout simplement pas le cas. There are many Australians who have a reasonable question to ask of the Prime Minister, of the Referendum Working Group, of the Minister as to how the voice would work in practice. The argument against the voice was shut down. Les arguments contre la voix furent absents du débat. La gauche a voulu censurer ses opposants. Je vis dans l'une des banlieues les plus à gauche de Sydney et je pense que si je mettais un autocollant « Votez non » sur ma voiture, je découvrirais que ma voiture a été vandalisée le lendemain matin, même si c'est une zone civilisée. Si ce changement constitutionnel, la voie comme ils l'ont appelé, avait été couronnée de succès, la prise de décision aurait été centralisée à Canberra. Comme c'est souvent le cas malheureusement des décisions que nous recevons de l'administration centrale. Je suis quelqu'un qui, en termes de philosophie politique, croit que les solutions locales doivent être développées localement et je pense que la centralisation de la prise de décision à Canberra, même si elle a été prise par un comité élu par les aborigènes, étant donné la diversité des communautés aborigènes sur un très grand continent, je pense que les résultats auraient été un autre exemple de bureaucratie descendante s'engageant dans des politiques qui ont des conséquences négatives et involontaires. Les décisions que nous obtenons de Canberra sont des décisions qui entraînent des conséquences qui n'ont jamais été prévues. Le gouvernement n'est donc pas tant la solution que le problème. Je pense que l'amélioration des conditions de vie des Australiens isolés viendra d'une réponse de la société civile et non du gouvernement. La campagne référendaire ici en Australie, Francis, s'est déroulée moins comme un débat politique que comme regarder ses parents se battre pour garder unis leur propre mariage. In fact, watching them fight to keep their own marriage alive. While the no voters have their signs up, the yes voters next door have gone one step further, painting their whole house black with an Aboriginal flag painted on the garage door. Two sides. Deux camps qui veulent un résultat similaire, mais qui s'y prennent de manière très différente. Je pense que tout le monde en Australie est très uni sur la nécessité d'une meilleure politique publique pour les Australiens aborigènes et pour tous les autres. Il faut s'attendre à ce que les Autochtones aient la dignité de travailler et non de vivre de l'aide sociale. Comme le disait Noël Pearson, l'aide sociale est le poison qui tue mon peuple.
Je dirais donc que la fin de l'État-providence serait un premier pas vers l'amélioration des conditions de vie des aborigènes australiens. Il est intéressant de noter qu'en Australie, dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, où se trouve Sydney, les communautés aborigènes de l'ouest de l'État, si l'on analyse les sondages, un grand nombre de ces communautés presque exclusivement aborigènes ont voté contre la voie. Les communautés aborigènes avaient donc de grandes réserves. Je pense qu'il y a quelque chose à apprendre de cela et que peut-être une nouvelle solution à ces problèmes commencera par l'examen de la mauvaise utilisation de l'argent et de l'effet préjudiciable de la culture de l'aide sociale. C'est le travail, et non l'aide sociale, qui améliorera les conditions de vie des aborigènes australiens. It's work, not welfare, that will improve the conditions of Aboriginal Australians. I'll be voting no, because this will not unite us, this will divide us. Malgré les différentes campagnes de censure et invectives d'une poignée d'extrémistes, la campagne référendaire allait se dérouler dans le calme. Chose remarquable, le positionnement pour le oui ou pour le non allait réussir à dépasser les différents clivages ethnoculturels. No to those who want to divide us. I've decided to vote no because the voice will divide us. No to those people who think all Indigenous Australians think the same. We are not all the same, and there's a lot of us Aboriginal people that are voting no. No to those who want to change the rule book of the country. Why let them divide us? Because we are all Australians. We are one mob. Come on, Australia, let's stay united. Vote no to the voice of division. Une troisième option allait aussi être débattue, celle d'une critique du processus référendaire lui-même. Certains allaient refuser catégoriquement le vote pour ce que celui-ci représentait implicitement, une reconnaissance de la légitimité d'une structure considérée comme de nature coloniale. Vous êtes ici dans un lieu volé il y a très longtemps, avant que cette jungle de béton ne soit construite. C'était un lieu sacré de notre point de vue, un lieu de négociation où les jeunes garçons pouvaient devenir des hommes. Le référendum n'était pas une bonne idée, surtout de la façon dont ça a été fait. La raison est que nous avions déjà un gouvernement dans ce pays bien avant que cet autre gouvernement ne le remplace. Ce gouvernement n'est pas arrivé par magie. Il a volé mon pays. Avoir une voix dans leur parlement est de nier que nous avons des droits souverains. Nous avons toujours des droits souverains parce que ce pays n'a jamais été acheté ou vendu, échangé contre quoi que ce soit. Il ne me revient pas de voter pour un gouvernement colonial qui souhaite m'inclure dans sa constitution, dans une constitution qui nous considère toujours comme des animaux ou des plantes. De mon point de vue, nous ne sommes même pas reconnus comme étant des êtres humains dans cette constitution coloniale. La voix n'aurait fait aucune différence. Ils auraient pu la modifier comme bon leur semble, aussi facilement qu'ils l'auraient instaurée. Cela aurait dû être l'inverse. Ils devraient nous demander ce que nous voulons.
Et les gens ne voient pas que l'Australie est sous la tutelle du roi d'Angleterre. Nous ne devrions pas avoir à nous mettre à leur table. Ils devraient venir à notre table. En allant à leur table, nous renions nos droits souverains. D'un point de vue pragmatique, ce positionnement n'était-il pas contre-productif? N'était-il pas en définitive une façon de nourrir le statu quo en refusant de participer à ce moment historique? J'étais intrigué par cette position de principe qui, à tout le moins dans le court terme, semblait s'opérer au détriment des droits des Aborigènes. Pour aller plus loin dans ma réflexion, j'allais rencontrer Nathan Moran, PDG du Conseil aborigène de la région métropolitaine de Sydney. Pour ce membre de la nation Goori, il est légitime et même impératif de distinguer entre un positionnement personnel et institutionnel. I'll start by saying I'm a Goori. I'm a descendant of the Biripi and Thungati people. Je suis un descendant du peuple des Barunga. En tant que PDG, je dois dire que la majorité de notre conseil et de son conseil d'administration a soutenu la proposition qu'il considérait comme bénéfique. Mais en tant que Goori, je me réserve le droit à mon opinion personnelle. Je dirais que je viens d'un peuple qui est le premier peuple d'Australie à se voir imposer les droits des peuples autochtones, qui est le droit ultime des Aborigènes. Cela n'a pas été une belle expérience. En tant que Goori, j'ai une expérience différente et je reconnais que je n'ai pas confiance dans le gouvernement de l'Australie lorsqu'il tente de voter pour nous accorder des droits. Je ne pense pas que cela soit acceptable. Je reconnais que les victimes ne devraient pas voir leurs droits déterminés par les auteurs des faits et que le pouvoir supérieur qui menait à notre perte ne devrait pas vraiment déterminer nos droits. Je ne pense pas qu'il s'agisse là d'un processus équitable, honorable ou susceptible de résister à l'épreuve du temps. J'ai donc compris que ce qui était proposé par le Commonwealth australien était de nous inclure dans leur constitution, leurs documents fondateurs. Il a une proposition pour nous inclure dans ce document et d'établir ce que j'appellerais une voix ou un organe représentatif pour les peuples autochtones. Je considère qu'il s'agit d'une tentative de rectification de la part de la colonie. Une activité qui ne s'est jamais arrêtée et qui est toujours en cours depuis 1967. Lors du référendum où les Aborigènes ont commencé à être pris en compte dans le recensement. Je vois le présent référendum comme un continuum de la volonté de la société australienne de nous inclure dans sa constitution. Mais je le vois comme une initiative provenant de la colonie. Ce n'est pas le fait des Premières Nations. J'y reconnais donc une tentative de la colonie pour se corriger. C'est une chose, mais il ne s'agissait pas de faire progresser les droits des Premières Nations ou les droits des Aborigènes. Il s'agissait d'essayer d'établir une relation entre l'Australie, la nouvelle entité, et les anciens peuples premiers de cette terre, c'est-à-dire nous, les Aborigènes. My fellow Australians, at the outset, I want to say that while tonight's result is not one that I had hoped for, I absolutely respect the decision of the Australian people and the democratic process that has delivered it. I have never been as proud to be Australian as when I sat in the red dirt at Uluru with those wonderful women. I have made lifetime friends, and for that I am grateful. Constitutional change may not have happened tonight, but change has happened in our great nation. Respect and recognition is given at events. The fullness of our history has begun to be told. Maintain your hope and know that you are loved. Any proposal for Aboriginal people is better than having nothing currently. Actuellement, toute proposition en faveur des Aborigènes est mieux que rien. J'ai donc été déçu. Mais je me suis aussi rendu compte, de manière pragmatique, que je ne pensais pas qu'elle avait le potentiel ou qu'elle allait être couronnée de succès. En ce qui concerne mon expérience, je ne pense pas que nous ayons atteint la masse critique de la majorité des Australiens non autochtones qui respectent ou pratiquent le respect des Aborigènes.
Nous ne sommes encore qu'une nouvelle colonie. Il n'y a eu que 7 ou 8 générations depuis que la première colonie a été établie en tant que colonie pénitentiaire. C'est un avant-poste de prison. La culture britannique qui a été établie sur ma terre, sur la terre de mon peuple, était une mentalité de prison. Il faudra beaucoup de temps pour briser cette mentalité selon laquelle les gens ne sont venus ici que pour être emprisonnés ou pour emprisonner des gens. Ils ne sont pas venus ici pour améliorer leur sort. Notre colonisation ou la colonisation de l'Australie ne s'est pas faite graduellement. La première étape consistait à localiser les prisonniers. C'est une culture qui subsiste encore en Australie 230 ans après leur arrivée. Le défi vécu par les communautés aborigènes d'Australie reflète une constante universelle, celle des conséquences néfastes d'une autodétermination spoliée. À travers les différentes perspectives, une constante émerge néanmoins. De part et d'autre, n'y aurait-il pas consensus en faveur du principe de subsidiarité? Tant pour les populations aborigènes que pour celles d'origine européenne, un plus grand respect de la responsabilité individuelle et des acteurs concernés n'est-il pas souhaitable? Bref, le problème ne serait-il pas l'attitude centralisatrice du gouvernement fédéral australien? Ici, en Australie, il y a toujours ce risque, cette propension des Australiens à se plaindre en disant « quelqu'un doit faire quelque chose à propos de ceci ou cela ». Autrement dit, il faut que le gouvernement s'en occupe. Eh bien, cela n'a pas fonctionné. En réalité, même s'ils sont animés de bonnes intentions, les gouvernements qui appliquent invariablement une approche de haut en bas et des décisions prises à distance ne trouvent pas les meilleures solutions. Nous avons déjà des organisations communautaires qui s'occupent du logement, du développement économique, de l'éducation. Vous ne vous attendez pas à ce que quelqu'un d'autre que vous connaisse la bonne façon ou la meilleure façon d'obtenir des résultats pour votre peuple. Pour l'Australie, je crois que cela commence par là. Cessez de nous traiter comme une société homogène. Nous ne serons pas une société moderne tant et aussi longtemps que nous serons le dernier endroit au monde à conclure des accords. Certains les appellent des traités. Je crois qu'en Europe, on a inventé le terme de Magna Carta pour reconnaître une sorte d'accord entre nations. Appelons cela un contrat de bail résidentiel. Regardons la réalité en face, corrigeons le commerce illégal de biens volés, indemnisons les personnes et négocions des compensations de manière adéquate et nous pourrons aller de l'avant. Arrêtez de voler nos enfants. Ils le font encore aujourd'hui. Il faut apprendre à respecter la terre telle qu'elle se présente devant nous et arrêter de tout mélanger. Les plantes, les animaux, les remèdes, tout à sa place. Lorsque vous déplacez ou remplacez l'une d'entre elles, cela ne fonctionne pas. J'espère que nous tirerons les leçons du référendum. Un ancien m'a déjà dit à quel point l'arbre balga est important et significatif pour les populations nomades, et je ressens moi aussi la force de l'arbre balga, qui est un arbre médicinal très puissant et que je ne voudrais jamais voir malade. Celui-ci est très sain. Cela signifie que nous devons nous écouter davantage les uns les autres. Je ressens beaucoup de calme et de sérénité avec les plantes et je veux ressentir cela aussi avec les êtres humains. J'espère simplement qu'en découlera une manière plus respectueuse de travailler ensemble, tout comme j'écoute cet arbre. Des paysages anciens au couloir du pouvoir, notre périple à travers ce chapitre de l'histoire des aborigènes d'Australie s'achève, nous laissant plonger dans un récit façonné par la lutte, la résilience et l'espoir. La victoire du non est-elle suffisante pour soutenir l'inutilité de la démarche référendaire? Ou au contraire, cet exercice démocratique a-t-il permis de mettre en lumière plusieurs problèmes sous-jacents qui doivent être traités en priorité? L'enjeu de la reconnaissance des aborigènes d'Australie n'en est pas terminé pour autant. Nombre de groupes linguistiques s'organisent dès maintenant pour poursuivre leur combat pour l'autonomie. En cela, ils peuvent être une inspiration pour tous les peuples en quête de souveraineté.